Salut Hélène. Bonjour David. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode de Brain Story. Avant de rentrer dans tes attributions et ta vision de la publicité, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots? Oui, pas de problème. Donc, je suis Hélène Chartier, je suis directrice générale du SRI depuis presque 10 ans maintenant. On fêtera ça en février 2023. J'ai longtemps travaillé dans le marketing de l'entertainment puisque j'ai travaillé dans des grandes marques qui font rêver petits et grands, puisque j'ai travaillé chez Micromania, chez Nintendo, chez Bandai et Warner Home Video. Donc j'ai travaillé sur des produits comme les Power Rangers, le Tamagotchi, les DVD de Friends, enfin des trucs assez emblématiques qui étaient plutôt très agréables à promouvoir. Voilà. Et en 2010, le téléchargement, tout ça, enfin Warner organise un plan et je sors donc avec le plan social en me disant que l'avenir sera plutôt digital et j'entame un MBA à Léonard de Vinci où je rencontre globalement tout le conseil d'administration de l'IAB France qui me qui me demande de rejoindre l'équipe des permanents de l'IAB. C'était en septembre 2011 et je suis restée 18 mois à l'IAB avant de rejoindre le SRI en février 2013 où je suis depuis 10 ans donc. Voilà. Et Donc j'ai qu'est-ce qui t'a pu donné envie initialement de ouais. travailler dans le marketing et la publicité? Ben, je suis une fille des années 80. Hein, et dans les années 80, le marketing, la publicité jouissait d'une aura qu'elle n'a plus aujourd'hui, qu'ils n'ont plus aujourd'hui, et c'est dommage parce que ce sont des secteurs très innovants, très dynamiques et qui font partie de l'essor économique des entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, il y a différentes études qui sont parues sur l'attractivité des métiers. C'est dommage parce que bon, voilà, il y a des réflexions qui sont le marketing, ce n'est pas toujours, c'est aussi la communication et la publicité, mais le marketing, c'est aussi les produits, c'est aussi des positionnements de gamme, des réflexions autour des prix, de l'élasticité au prix. Donc le marketing, en règle générale, sont des problématiques très variées qui agissent vraiment sur le cœur des entreprises, c'est-à-dire les produits et leur commercialisation. Donc c'était Et à ça fait l'époque partie. c'était un secteur qui était très attractif et j'ai eu en plus cette chance de travailler dans des univers particulièrement sympathiques et joyeux autour des loisirs, de tout ce qui est divertissement sur des franchises incroyablement fortes, que ce soit en jeux vidéo, en DVD, en film, en jouets, sont des secteurs, c'est vrai, plutôt agréables à travailler. Et ça fait partie des choses que tu essaies de changer de par ton poste au SRI, notamment justement, tu vois, toute cette attractivité autour des métiers de la publicité. Alors, on est vraiment, c'est amusant parce que du coup, le changement de de profil de poste, c'est vraiment différent. Il y a quand je suis arrivée à l'IAB et plus récemment au SRI, on joue vraiment sur des leviers, ce qu'on appelle dans le jargon les soft skills, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'animation, de la gestion de projet, de la dynamique de groupe, et aussi évidemment de travailler sur des sujets plus business bien sûr. Mais c'est vrai que dans le digital, et c'est la grande force du digital, ce problème d'attractivité qui est lié au métier de la com et du marketing est peut-être un petit peu moins prégnant puisque le digital porte aussi cette notion d'innovation, reste très attractif parce que justement c'est des métiers innovants qui changent tout le temps avec beaucoup de techno. Et donc, on est à la croisée de deux chemins. On est en effet sur des problématiques, enfin sur un levier qui répond à des problématiques marketing et publicitaires, mais avec des outils qui sont à la fois technologiques et novateurs. Donc, on est finalement peut-être la partie la plus attractive des métiers que j'ai décrit plus tôt.
Et donc voilà, donc le côté innovant, attractif de ce secteur, c'est là-dessus aussi que nous au SRI on a besoin, on travaille parce que justement comme c'est toujours en mutation, que c'est en évolution permanente, il faut rester à la fois alerte et intéressé à tout ce qui arrive de nouveau, à toutes les problématiques technologiques, les problématiques réglementaires, les problématiques économiques qui sont liées évidemment à ces mutations permanentes. Alors justement, tu l'as dit un petit peu plus tôt, tu as travaillé 20 ans dans le marketing, là ça fait 10 ans que tu travailles dans la publicité entre l'IAB et le SRI. Quelle est un peu ta vision de l'évolution de toute cette industrie? Et là, je me dis que ça doit pas être facile aujourd'hui d'être directeur marketing. Que c'est un vrai. Non, mais c'est vrai. Je les admire beaucoup. Moi, j'ai travaillé à une époque où il y avait quelques points de contact, des leviers assez traditionnels, notamment sur des cibles enfants où la télé était le vecteur principal. En plus, moi, je travaillais sur des franchises qui passaient en dessin animé, c'est la grande époque du Club Dorothée, donc c'est vrai que je dirais que les activations marketing et publicitaires étaient plus simples. Aujourd'hui, les marketeurs se retrouvent devant des points de contact démultipliés, des accès directs à la marque au travers des réseaux sociaux, au travers des influenceurs et des points de contact qui sont démultipliés, avec derrière une problématique comment je pourrais dire, d'attribution, de contribution, de ROAS, de Return on Ad Spent, voilà, pour reprendre des terminologies du métier, qui sont vraiment complexes. Hein. On travaillait autrefois. Bon, on travaillait évidemment sur des courbes d'expérience, sur des AVAX. On se disait, une campagne de X centaines de GRP, on sait ce que ça génère comme comme point de part de marché supplémentaire. Aujourd'hui, je me dis, il y a tellement de paramètres à prendre dans une équation que franchement, c'est un métier vraiment qui se complexifie terriblement. Donc, je pense que le métier c'est en effet complexifié, et c'est vrai que le digital a aussi amené cette complexification des métiers. C'est un secteur qui est ultra dynamique. Alors je vais parler de la publicité digitale en particulier. Après, évidemment, il y a plein d'autres aspects, l'aspect de vente à distance, d'e-commerce, il y a l'aspect CRM, il y a l'aspect présence en ligne des marques. Mais moi, je vais me focaliser sur l'aspect publicité digitale puisque c'est mon cœur de métier. Mais c'est vrai que le secteur de la publicité digitale est ultra dynamique. Il est en réinvention permanente. Je prends l'exemple du SRI qui a été créé l'année prochaine. On fêtera les 20 ans du SRI. Il a été créé par les 5 grands acteurs de la publicité digitale qui existaient en 2003. Il y en a plus beaucoup qui sont encore là, puisque les 5 grands acteurs qui opéraient sur la publicité digitale en 2003, c'était des portails. C'était Yahoo, c'était Orange, c'était Microsoft, c'était Lycos, c'était AOL. Bon. Là, j'ai vraiment l'impression déjà d'être dans la préhistoire de nos métiers. Et c'était juste 20 ans. Et donc, voilà. Et puis, aujourd'hui, évidemment, sur ces 5 grands noms, il y en a que 2 qui restent encore au SRI. Et c'est pas eux même s'ils sont toujours présents, de gros autres acteurs sont entrés dans le game et font largement, participent de façon extrêmement puissante à ce secteur-là. Je parle de Meta et de Google, bien sûr, avec un troisième qui s'annonce, Amazon, qui est aussi tout à fait puissante sur la publicité digitale. Donc voilà, donc on voit qu'en 20 ans,
les secteurs s'est totalement transformé et c'est à l'image de des adhérents au SRI. Donc le SRI a été créé par les 5 portails dont j'ai parlé plus tôt et maintenant c'est tout à fait représentatif des acteurs du display puisqu'on va retrouver à la fois des pure players, on va retrouver des médias historiques qui se sont évidemment développés sur le numérique, que ce soit les chaînes de télé, les groupes de presse, les radios. Donc voilà, donc la diversité, je dirais l'évolution des adhérents du SRI est aussi le reflet de ce marché-là. On est passé aussi par une étape au milieu, on va dire au milieu des 20 ans, avec plein d'ad networks, les ad networks, c'était des sociétés qui agrégeaient des inventaires, qui proposaient des packs affinitaires, voilà, on était un peu dans la black box du métier. Ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. C'est cette nouvelle façon de travailler des inventaires, c'est le programmatique. Donc depuis une dizaine d'années, le grand buzzword, enfin c'est même plus un buzzword, la façon de travailler le digital est passée en programmatique avec une volonté de, enfin c'est pas une volonté, mais enfin une mutation, c'est le grand truc du programmatique, c'est de dire je ne fais plus de media planning, mais je fais de l'audience planning. C'est-à-dire que je vais acheter des audiences sur un inventaire infini. C'est-à-dire je démultiplie le nombre de sites sur lesquels je vais diffuser ma campagne pour être sûr que je vais toucher des profils les plus en adéquation avec ma campagne. Et puis voilà, comme il y a des choses nouvelles, et des nouveaux leviers qui arrivent comme le programmatique, il y a aussi des nouveaux problèmes. À un moment, on s'est dit on diffuse sur des milliers de sites, mais est-ce que tous ces sites sont bien comme il faut? Est-ce qu'ils sont bien propres? Est-ce qu'ils sont bien en ligne avec ma marque? Est-ce que je fais pas n'importe quoi? Donc voilà, nouvelles idées, nouvelles méthodos, nouvelles façons de commercialiser, nouveaux problèmes, nouvelles solutions. Voilà. Et ce marché est en permanente mutation autour de ce triptyque. Comment est-ce que je trouve des nouveaux leviers, des poches de croissance? Comment ces poches de croissance passent de buzzword à réel levier économique? Et comment à un moment ces leviers amènent des questionnements et puis des questionnements à des questionnements arrivent des réponses. Ces réponses sont bonnes ou pas bonnes. Enfin voilà. Donc il y a ce perpétuel questionnement du secteur sur il y a un nouveau truc qui arrive. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est bon? Alors, quand on est du côté média, est-ce que ça va me rapporter suffisamment d'argent? Est-ce que l'effort que je vais mettre pour développer ces nouveaux leviers va être rentable? Si on est du côté des marques, est-ce que si je vais sur ce nouveau levier, est-ce que ça va m'apporter quelque chose en plus de ce que je fais déjà? Est-ce que ça apporte une couverture additionnelle ou un bénéfice additionnel? Donc voilà. Donc c'est vrai que on n'est jamais arrivé on n'est jamais arrivé. Voilà. On est sur la route. Ouais, clairement, la programmatique a permis une fragmentation de l'offre et une diversité d'écosystèmes de diffusion qui est simplement pléthorique et apporte avec elle de plusieurs problèmes, notamment la déperdition, tu vois, sur les achats, etc. J'ai enregistré il y a un podcast il y a pas longtemps là, avec Greenbeads qui disait que côté DSP, quand ils achetaient sur les bids, il y en avait 94% pardon, qui étaient perdus à la base. Sur les 6% restants, il n'y avait que 3% qui étaient visibles. Donc en gros, sur 100 enchères, il y en a que 3 qui sont efficientes, tu vois. Et ça vient notamment par toutes les technologies de header bidding, etc., qui fait qu'il y a plein de chemins dans tous les sens qui se créent pour les mêmes inventaires, pour les mêmes requests, pour les mêmes impressions, avec du coup ce risque de déperdition, mais aussi le coût écologique qui peut y être lié. Donc il y a ce premier problème. Le second, c'est celui du contrôle des écosystèmes de diffusion, puisque évidemment, quand tu automatises, tu es parfois KPI centrique, tu regardes juste tes KPI et tu regardes pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc il y a un peu une perte de visibilité sur la qualité de l'écosystème. Donc tu disais que à chaque ère, il y avait ces problématiques. Ça, j'ai l'impression que c'est 2 problématiques majeures de la programmatique. Et tu disais qu'il y avait des solutions. Donc c'est vrai qu'on voit des initiatives, par exemple, il y a Fabien Bagalon, que j'avais aussi reçu sur ce podcast, qui a lancé Explain, il me semble, qui permet de calculer un peu la pression publicitaire
qu'il y a sur les médias et ainsi d'avoir une espèce de KPI de qualité de l'écosystème de diffusion et de la pression publicitaire qu'il peut y avoir autour. Après sur la déperdition, il y a justement Greenbids dont je parlais un petit peu plus tôt. Je sais pas si vous participez vous au SRI à l'étude de ces problématiques et à la proposition de solutions. Comment est-ce que vous intervenez justement de façon concrète pour aider le marché à évoluer dans le bon sens et participer entre guillemets à le réguler dans le bon sens du terme? Alors, il y a plein de réponses, hein. Alors, évidemment, moi, je me positionne du côté de la valeur du support, c'est-à-dire que le SRI représente les vendeurs de publicité digitale et notamment les publishers, c'est-à-dire ceux qui sont au plus proche du contenu ou du service proposé. Donc, c'est vrai que dans les deux problématiques que tu as dit, il y en a une qui nous tient vraiment à cœur, c'est tu parlais du contrôle des écosystèmes de diffusion. Typiquement, sur les régies qui composent le SRI, le contrôle du contenu, il est by design. Quand tu t'appelles TF1, quand tu t'appelles Le Monde, Le Figaro ou Allociné, tu vois, par exemple, pour prendre des choses extrêmement variées dans leur typologie de contenu, je dirais que ta nature de contenu, enfin ta nature c'est dans la nature de ta société de fournir du contenu et fournir du contenu de qualité, parce que ta mission principale, c'est pas de vendre de la publicité, mais c'est de fournir du contenu. Et ta deuxième mission, c'est de, évidemment, financer ce contenu-là. Et c'est la pub arrive pour financer ce contenu-là. Mais ta première mission, c'est de diffuser du contenu. La mission d'une chaîne de télé, c'est de donner du contenu. C'est la même chose sur un site de replay, c'est la même chose sur un site de news. Sa première mission, c'est d'offrir un contenu de qualité. C'est pas les équipes journalistiques du Monde ou des Échos qui me contrediront. Donc, ce qu'on appelle la brand safety by design, elle est au cœur des régies qui composent le SRI. Donc après, et même quand on est Le Bon Coin ou Se Loger, la véracité des petites annonces qui sont passées font partie de la qualité et du service rendu. Donc c'est vraiment by design. Donc ça c'est très très important. Après, nous on est côté SSP, on n'est pas côté DSP, hein, on est côté supply. Donc forcément, nous ce qu'on met à disposition, on sait qu'il est par nature correct et de qualité, que ce soit du contenu journalistique ou du service, hein, encore une fois. Donc ça, je dirais que là-dessus, nous, on est très sécure. Après, évidemment, charge aux agences, aux trading desks, aux opérateurs de programmatique et aux annonceurs de décider des univers sur lesquels ils vont diffuser leur campagne. Alors, ils ont plein d'outils à disposition. Ils ont un truc qui est le plus simple, hein, c'est de faire des listes blanches. C'est de dire, moi, par convention, je décide que ces sites-là, je peux sans risque diffuser sur ce pool de sites, parce que je sais que c'est des contenus journalistiques, c'est des contenus modérés, c'est ceci, cela. Donc ça c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de dire il y a des sites que je vais exclure. C'est le principe des blacklists. Je vais exclure les sites pornographiques, je vais exclure les sites de concurrents, je vais exclure les sites où il y a des contenus politiques trop marqués. Enfin bon, voilà. Après, voilà. Donc ça c'est le. Et puis après, il y a des outils qui sont à la disposition du programmatique qui permettent d'exclure ou de pas exclure des contenus en fonction d'un choix de marque, voilà. Alors après, les exclusions par mots-clés, c'est très complexe parce que on l'a vu au moment du Covid, aucune marque ne voulait être diffusée dans des contextes où on parlait de Covid, de maladie, d'hôpital, de confinement, de machin. Enfin bon, donc tout le monde ne parlait que de ça, même sur je dirais que des
des sites de loisirs ou des sites plutôt d'entertainment, pour reprendre un secteur que je connais bien, on parlait de confinement parce que on proposait des choses un peu différentes pour passer le temps alors qu'on était en confinement. Il suffisait que dans un article il y ait le mot confinement pour que paf la publicité soit pas diffusée. Donc ces méthodologies d'exclusion par mots-clés, c'est à mon avis assez tricky, et c'est à mon avis un peu contre-productif quand c'est mal utilisé. Donc voilà. Donc moi le whitelisting, c'est-à-dire le choix des univers, le choix fermé d'univers de diffusion, ça demande du boulot, parce qu'on diffuse pas sur 5 sites, on diffuse sur 800, 1000 sites, 2000 sites. Donc, mais encore une fois, quand on connaît les sites sur lesquels on est diffusé, ça a quand même plus de valeur. Donc ça, c'est le premier point pour répondre au contrôle. C'est le premier point que tu citais comme problématique. Donc, quand on est vendeur, on sait ce qu'on propose. Quand on est acheteur, il faut en effet savoir où est-ce qu'on diffuse. Ça, c'est Et le deuxième point que tu notais, c'est la déperdition. La déperdition, c'est compliqué. C'est un sujet compliqué. Tu parlais des enchères. Alors moi je pourrais pas valider ou pas le taux de déperdition dont Greenbids te parlait. Ce que je peux dire sur la déperdition, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs aspects. Il y a un sujet sur lequel la déperdition est un peu, alors je vais réutiliser encore un terme, by design. C'est tous les achats à la performance. Quand tu as un annonceur ou quand tu décides d'acheter à la performance et que ton KPI de réussite, ton KPI est le taux de clic ou le lead ou l'acquisition ou je sais pas quoi, un remplissage de formulaire, peu importe ce qu'il y a derrière mais que tu achètes à l'action et que tu dis moi j'achète 10 000 clics, j'achète 10 000 remplissages de formulaires, j'achète 20 000 visites de site, tu achètes cette action-là. Et tu ne sais pas derrière. Enfin, tu ne sais pas. Tu te fous quand tu es annonceur ou quand tu es de savoir si pour avoir ces 10 000 clics, tu as diffusé 100 millions d'impressions ou 1 million d'impressions. L'essentiel, c'est que tu aies tes 10 000 clics. Et là, on parle de déperdition forte. C'est le principe même, je dirais, de la performance. Et voilà. Évidemment, le mieux, c'est de ne pas diffuser et d'avoir un taux qui permette d'éviter cette déperdition. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, qui est un peu qui est lié à ce choix, d'achat à la perf. Donc maintenant vient depuis quelques mois le sujet de la transition écologique et de l'empreinte carbone des campagnes digitales. Et donc évidemment, ce point de déperdition n'est plus seulement un gâchis publicitaire qui en effet fait jouer, active des appels publicitaires inutiles ou des enchères qui n'aboutissent à rien, mais tous ces appels serveurs et ces enchères qui n'aboutissent pas émettent, comme n'importe quelle action, émettent du carbone. Et là, se pose la question de savoir comment est-ce que je peux éviter ça et comment est-ce que je peux rationaliser ce nombre d'appels. Alors il y a plein de systèmes et je suis vraiment pas la fille la plus tech pour en parler de façon, je dirais, argumentée, mais c'est vrai que tous les sujets liés au SPO, c'est-à-dire le Supply Path Optimization, c'est-à-dire, tu en parlais tout à l'heure, c'est de dire quelle est la route la plus simple entre entre un vendeur et un acheteur. Ça c'est le SPO. Alors après, voilà, on a empilé des méthodologies programmatiques depuis pas mal d'années maintenant pour maximiser la mise à disposition des inventaires, pour maximiser l'offre publicitaire à disposition des acheteurs, en complexifiant, en empilant les prestataires.
pas toujours à tort, hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a plein de prestataires dans la chaîne de valeur digitale que c'est foireux. Il y a des prestataires qui ont vraiment une légitimité dans cette chaîne. La question qu'on peut se poser, c'est à quel moment ils interviennent, est-ce qu'ils sont utiles et quelle est la valeur qu'ils amènent dans cette chaîne et comment est-ce qu'on peut réduire ce nombre d'intermédiaires en restant efficace. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on va tout couper que tout va aller mieux. Ça, c'est pas voilà. Et on peut reprendre souvent le propos des annonceurs qui dit mais je ne comprends pas quand je dépense 100, l'éditeur, enfin nous, régie publisher, on reçoit que 40 ou que 50. Voilà, l'essentiel n'est pas de se dire c'est pas normal que 100 ne devienne pas 100, c'est plutôt de se dire ce qui est au milieu, est-ce que c'est utile, quelle valeur ça apporte et est-ce que j'en ai connaissance. C'est ce que je suis capable de remettre de la valeur sur ces différents intermédiaires. C'est ça qui est important. Donc il y a ce sujet de la valeur et le sujet de la déperdition liée aux problématiques carbone. Donc il y a deux sujets. Il y a la valeur et il y a le carbone. Évidemment, les deux peuvent se connecter, hein. Les deux ne sont pas antinomiques. Et au contraire, je pense que le sujet carbone qui devient le big sujet de notre secteur et de tout le secteur publicitaire et d'une façon générale de tous les annonceurs et de tous les industriels et de tout, enfin je dirais de tout acteur économique ou même pas, parce que c'est des sujets qui en tant que citoyens résonnent, hein, on fait tous attention. Enfin je pense qu'aujourd'hui on est tous conscients que on trie les papiers, qu'on éteint la lumière, qu'on essaye de prendre moins sa voiture, pas que pour des questions économiques. Enfin bon, donc cet écho et cette nécessité de réduction de nos empreintes carbone, elle est dans la publicité, mais elle est tout au long je dirais, de notre parcours de citoyens, de consommateurs et d'acteurs économiques. Voilà, bon, j'ai fait encore une fois des énormes mélange de sujets, mais voilà, tout est lié. C'est une évidence. Non, mais c'est super intéressant et ça permet justement de développer une vision un peu 360. Et donc là, on a abordé un des premiers points que tu citais, qui était dans ta vision de l'évolution de ce marché, toutes les nouveautés et aussi tous les problèmes qui pouvaient y être liés. Tu as aussi parlé de l'émergence de géants tels que Google, Meta, bientôt Amazon, qui ont pris une part prépondérante dans la distribution de la valeur et des investissements publicitaires. Et par ailleurs, tu vois, déjà quel impact est-ce que ça a sur les médias, sur le monde des médias plus traditionnels, on va dire nationaux. Qu'est-ce qui leur reste en fait comme pouvoir face à cette hégémonie des GAFA? Et par ailleurs, qu'est-ce que tu penses par exemple, tu vois, la fusion TF1-M6 qui s'est pas fait, de cet esprit un peu conservateur au profit de la juste concurrence, qui empêche l'émergence de géants français ou européens pour y faire face? Waouh. Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Oui, ça c'est sûr que ce qu'on appelle les gammas, hein, et on pourrait maintenant l'appeler les gammates, c'est-à-dire Google, Apple, Meta, Amazon et TikTok, parce que ça devient aussi un grand pourvoyeur de publicité dans le monde et en France. Ça questionne, c'est sûr, hein, la croissance est souvent portée par eux. On a parfois l'impression de récolter les miettes, même si c'est un gros gâteau. C'est sûr que la part des nationaux et des acteurs locaux est quand même toujours se compare toujours à l'aune de ces géants, donc c'est compliqué à opérer, hein, pour un syndicat qui représente aussi des régies nationales. Donc c'est vrai que il y a deux choses. Il y a aussi le fait que ces acteurs-là ont permis aussi l'accès au digital à des PME, TPE et même des artisans. C'est le cas du search Google, hein,
le search représente plus de 40% du marché de la publicité digitale. Google est l'acteur principal, ça c'est une évidence dans ce marché-là. Et le search, c'est aussi le boulanger du coin, la couturière en bas de ma rue. Donc ça, c'est un accès à la publicité nouveau. Donc il y a quand même des nouveaux entrants publicitaires qui sont arrivés par ces nouveaux biais parce que c'est simple, c'est une plateforme, vous payez avec une carte bleue, vous dépensez 100 euros et c'est aussi le cas de Facebook. Donc il y a toute cette frange d'acteurs, de TPE, d'artisans, de commerçants qui, à mon avis, n'est pas directement en concurrence avec les régies typiques. Alors c'est pas toujours le cas des acteurs locaux en radio ou en presse, mais bon voilà, on va faire un propos assez généraliste sur ça. Après, il y a évidemment les grandes marques qui distribuent leur budget publicitaire entre les GAFA et les acteurs, je dirais, non GAFA. Donc là, évidemment, le combat qu'on a porté depuis nombre d'années, c'est de se dire il faut ce qu'on a appelé la fair share, c'est-à-dire que la répartition se fasse en fonction de la réalité des audiences de ces plateformes. C'est-à-dire que, évidemment, que YouTube a une audience extrêmement puissante. Évidemment que Facebook et Instagram sont puissants auprès de certaines cibles. L'essentiel, c'est de distribuer la diffusion des campagnes de façon, je dirais, justifié par rapport à l'audience de ces plateformes. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que la tendance est meilleure. Je pense qu'aussi l'offre numérique des acteurs issus des médias historiques, évidemment, c'est largement professionnalisé depuis 5-10 ans. Donc voilà, je reste confiante sur un potentiel équilibrage. Après, il peut y avoir aussi des questions réglementaires qui interviennent dans ces sujets-là, des questions liées à la concurrence, des questions liées à... on a vu récemment la décision des autorités, le DPB qui est la CNIL européenne de prendre des décisions sur Meta et sur le choix que Meta avait fait sur l'acceptation ou non des cookies. Bon bah typiquement voilà, il y avait des petites je dirais des petites différences d'interprétation qui ont peut-être joué dans une concurrence moins juste. Donc bon voilà, il y a aussi des questions réglementaires qui sont importantes dans la notion de concurrence. Donc ça, c'est pour la première question sur le pouvoir par rapport, qu'est-ce qu'on fait par rapport au gamma. La deuxième, tu me parlais de l'émergence de géants européens ou nationaux. J'ai pas d'avis sur la fusion TF1-M6. C'est la question, c'était les marchés pertinents. Est-ce que la publicité télé, est-ce que la pub est substituable à l'aune du digital? C'est une vaste question. Hein. La question, c'est que l'image que ça a rendue, c'est en effet que le digital c'est d'un côté, les médias nationaux c'est de l'autre, et on ne mélange pas. Et en effet, ça renvoyait un peu cette image de dire ok, du coup on ne favorise pas l'émergence de plus gros sur un secteur pour lutter contre de très très gros. Voilà, ça a donné cette idée-là. Après, ça restait très franco-français, et peut-être que l'émergence, enfin ce qui aurait peut-être facilité, je sais pas, hein, j'ai pas la solution, hein, mais une fusion, ça aurait peut-être été des fusions européennes, par exemple, avec d'autres groupes de télé au niveau européen pour en effet faciliter l'émergence de groupes un peu plus européens et moins locaux. Bon, après voilà, c'est pas moi qui décide, c'est un avis qui n'engage que moi, mais c'est vrai que l'émergence sur la publicité digitale, ne pas travailler par exemple avec des prestataires américains, c'est impossible. Enfin, on parlait de programmatique.
il y a quand même sur les principaux SSP, les principaux DSP. Je fais un petit coucou à Equative qui est français et qui est un SSP et qui fait un boulot super sur plein de domaines. Voilà, il y en a quand même pas énormément au niveau européen. On peut citer aussi Adform, qui est scandinave. Je voudrais pas le mettre sur un mauvais pays, donc scandinave, voilà, il est du Nord. Voilà, mais il y a que voilà, ne pas en programmatique. Déjà, si on se place que SSP, DSP, bon, on est déjà très 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 américain. Les ad serveurs, par exemple, aussi, c'est très américain. Et la publicité, elle est aujourd'hui technologiquement liée à des prestataires américains. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire émerger un prestataire européen? Eh ben, voilà, je sais que nos chers gouvernants adoreraient avoir des solutions européennes. Ils agissent beaucoup, par exemple, sur le cloud, en voulant faire émerger des solutions de cloud européen pour éviter que des données, tout ce qui est sur le cloud, c'est-à-dire toute notre vie, toute la vie de nos entreprises, la vie de nos institutions est sur le cloud aujourd'hui. Donc c'est évident que avoir un cloud souverain, c'est un tout petit peu stratégique. Aujourd'hui, l'émergence d'un cloud souverain européen, français, voire européen, on n'y est pas encore complètement. Donc voilà. Donc oui, il y a une volonté, mais maintenant, qu'est-ce qu'on met à disposition pour le faire? Et c'est pas évident du tout, du tout. Voilà. Mais c'est vrai que on aurait envie de voir l'émergence, que ce soit en termes de médias ou en termes de solutions technologiques. Et c'est vrai que c'est une lutte, mais il faut des moyens, il faut une volonté et je ne sais pas, si on a ces deux choses. On en a peut-être l'une, pas l'autre, ou peut-être les deux pas au même moment. Donc, mais c'est vrai que ça pose question. Je suis d'accord. Super intéressant, merci pour ta vision. Après, peut-être que ça peut venir aussi de contraintes réglementaires, et je dis pas du tout que ça doit être le cas ou que ça serait quelque chose de positif, mais en tout cas, je te rejoins sur le fait qu'il y a une hégémonie claire des solutions américaines sur les SSP et les DSP. D'ailleurs, je connais pas une seule agence média qui utilise pas majoritairement DV360, mais on a vu récemment avec les nouvelles directives de la CNIL vis-à-vis notamment d'analytics et du transfert de données aux États-Unis que cette hégémonie et cette distribution de la valeur pouvait être remise en cause par des contraintes réglementaires très complexes et qui d'ailleurs peuvent favoriser quelque part l'émergence de solutions souveraines européennes, mais en même temps, de façon transitoire, posent malgré tout beaucoup de problèmes aux médias, aux agences, etc. Donc voilà. Donc après, ça sera une phase de transition. Et d'ailleurs, ça me fait une belle transition vers la question suivante, qui est quelle est un peu ta vision de l'évolution de tout ça et de façon plus générale et globale de l'avenir de la publicité. Alors, transition, ça forcément, on en a un petit peu parlé, mais il faut parler de transition écologique. Et quand on parle de transition écologique, on peut évidemment parler de l'empreinte carbone, mais on peut parler aussi de quel est le rôle de la publicité d'une façon assez générale. Je ne parle pas que du digital dans cette transition écologique. Alors, il y a des visions très anti qui sont très en général très sont des personnalités qui sont très vocales, on va dire ça comme ça, qui parlent beaucoup, les anti-pubs, en disant si on arrêtait la pub, on résout. Enfin, c'est des raisonnements assez simplistes. Si on arrêtait la pub, on aurait une solution au problème de surconsommation et de surcroissance et donc du coup ce serait, encore une fois je tire le trait, je simplifie le propos, mais c'est si on arrêtait la pub, on arrêterait la surconsommation et globalement ce serait bon pour la planète. Ça, c'est une vision extrémiste mais qui est latente. On a vu récemment, il y a eu des tribunes dans certains grands médias sur la pub. Moi, j'ai entendu dire quelqu'un très investi dans ces sujets écologiques dire de toute façon l'interdiction de la pub arrivera un jour. Je rappelle qu'il y a 2 pays dans lesquels il n'y a pas de publicité, c'est la Corée du Nord et Cuba. Donc
Voilà, ça donne tout de suite un ton sympa aux antipubs. Donc voilà. Donc ça, c'est une vision très très noire du secteur publicitaire, hein, de l'action publicitaire. Après, il y a le tout va bien, Madame la Marquise, et ça aussi, c'est pas possible non plus d'entendre ça. Ça, c'est voilà, c'est donc la vision, le mi-chemin, enfin la vision qui me paraît importante à porter, c'est que la publicité doit évidemment entendre les critiques, doit être au service de cette transition et doit aussi, mais comme tous les autres métiers, hein, encore une fois, tous les autres métiers et tous les autres acteurs économiques, hein, qu'on soit citoyen, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit pouvoir public, qu'on soit collectivité locale, on a tous une responsabilité dans la transition écologique. C'est un problème sociétal, c'est un problème environnemental. C'est donc on a tous un rôle à faire et notre vie ne sera jamais. Il ne faut pas imaginer que ce sera pareil dans 10 ans ou dans 20 ans. On est obligé de changer nos comportements, changer notre façon de vivre, notre façon de voyager, notre façon de consommer, notre façon d'utiliser l'électricité, notre façon de nous chauffer. C'est pas juste le problème de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine ou au prix de l'essence, c'est un devoir de citoyen. Donc ça veut dire qu'il faut repenser des modèles économiques. Je sors de mon rôle SRI, hein, là je parle d'une façon globale. Hein. Repenser des modèles économiques globaux pour éviter, enfin pour comprendre que rien ne sera jamais exactement pareil. Voilà. Donc on doit se servir de cette transition écologique pour faire une transition sur nos modes de vie au global. Donc, ça veut dire quoi? Pour la publicité, ça veut dire que la publicité et donc la façon de communiquer doit être au service de ça. Et au service de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans communication, hein, on ne pourrait pas faire la promotion des éco-gestes. Sans communication, on n'aurait pas pu faire la promotion du vaccin, des gestes barrières, enfin bon. Donc la communication, on ne peut pas rayer la communication et la publicité d'un trait de marqueur. Hein. Donc la communication est là aussi pour créer des nouveaux imaginaires, pour emmener les gens vers des nouveaux comportements. La RPP fait un travail formidable sur les recommandations, sur l'image de la personne, sur le développement durable, sur etc. Donc la publicité est là pour montrer comment mieux faire dans nos vies quotidiennes et comment et elle est là aussi pour faire la promotion de produits qui sont je sais pas quel est le bon terme, mais de produits plus vertueux ou plus engagés sur le plan RSE. Ouais, plus vertueux, voilà, c'est ça, exactement. On le voit, hein, alors après ça peut passer par du réglementaire, mais pas que. Hein. Regardez les publicités maintenant, beaucoup promeuvent des produits plus vertueux. Alors sur l'automobile, c'est un petit peu réglementaire hein, d'avoir une part croissante sur l'électrique, mais on le voit hein, sur le côté recyclage, sur l'émergence de la seconde main. On voit Orange a fait toute sa campagne de Noël sur des produits sur des téléphones recyclés, des produits de seconde main. Donc ça fait partie, je veux dire, d'une transformation du message et des comportements véhiculés dans les spots publicitaires. Voilà. Donc ça c'est sur les annonceurs et leurs messages. Et pour les médias, ça veut dire quand même promouvoir mettre en avant évidemment ces typologies de messages, mais pour les médias reste toujours la même question, et c'est la question sur laquelle je terminerai parce que c'est une question qui me tient à cœur, c'est la valeur. La publicité est indispensable au modèle économique de la gratuité des médias. La publicité finance les programmes télé, la radio depuis très longtemps. Je ne sais plus depuis quand, mais depuis très longtemps. Là, c'est pas il y a quelques financements publics sur quelques chaînes de radio
et des télés. Et encore, France Télé, là on l'a vu récemment, la dotation publique est réduite. Donc sans publicité, ça veut dire pas de programme, quoi. Pas de programme, pas de divertissement. Donc il faut, encore une fois, est-ce qu'on a tous envie de payer un abonnement comme on peut le payer à Netflix, à Canal+? Est-ce que tout le monde a les moyens? Est-ce que tous les contenus mis à disposition du public ont vocation à être payants? Je ne crois pas. On le voit bien, hein, et c'est intéressant de voir que Netflix a permute d'un modèle 100% payant à un modèle hybride avec de la pub. C'est bien que il y a cette nécessité d'équilibrer le financement, et dans un moment tendu économiquement pour les ménages, quelque part, voilà. Donc il faut à la fois être conscient de pas faire n'importe quelle pub, de ne pas diffuser n'importe quelle pub, mais de voir le pouvoir économique de la publicité, à la fois pour les marques qui sont de plus en plus vertueuses et qui ont besoin de promouvoir leurs produits ou les comportements vertueux de leurs marques, et pour les médias, d'assurer la continuité dans la fourniture de programmes de qualité. Ça, c'est un combat. C'est un vrai combat. Ouais, non, c'est très très intéressant ce que tu dis, et notamment remettre au centre le pouvoir d'influence de la publicité et qui sous-tend d'ailleurs les grosses tendances sociétales, tu vois. Et donc dire que la meilleure publicité c'est celle qu'on fait pas, entre guillemets, c'est pénaliser ceux qui vont avoir une démarche vertueuse et qui vont pas faire de pub, et favoriser ceux qui à l'inverse ont aucun engagement RSE, s'en foutent complètement, vont faire énormément de pubs et donc vont vendre beaucoup plus de produits au détriment des autres. Et d'ailleurs nous, tu vois, ça fait longtemps qu'on propose des publicités et des campagnes à des prix réduits pour les marques engagées, partant du principe que si ces marques-là peuvent faire plus de publicité, ils vendront plus de produits de leur marque, et par conséquent, on favorise quelque part le monde de demain. Et sur la partie gratuité du web qui est financée par le web, et la diversité pléthorique, parce que tu as parlé des médias, de la télé, etc. Mais il y a aussi des milliers de sites internet qui sont passionnants et donc qui sont entièrement, comme tu le disais, financés par la publicité. Et j'en parlais avec le DG de MidiLib qui me disait ouais, les utilisateurs se plaignent parce qu'il y a de la pub sur MidiLib, mais derrière on leur propose un abonnement et ils veulent pas le payer. Donc à un moment donné, on veut le beurre et l'argent du beurre, mais c'est pas possible, quoi. Lui, il a 1000 salariés à payer. Il faut que ces journalistes-là, pour faire un travail de qualité, soient correctement payés. Et ça, il faut le financer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est très très intéressant de remettre au centre ces deux éléments fondamentaux qui justifient et sous-tendent la publicité en elle-même. Et si on veut adhérer au SRI ou si on veut adhérer au CRI, comment est-ce qu'on fait? Et si on veut te contacter, comment ça se passe? Alors vous pouvez me contacter. Alors sur le site du SRI, il y a un mail contact, sri-france.org, je crois, notre site internet. J'ai un énorme doute. Je mettrai le lien de toute façon sur l'article lié. SRI France, voilà. Donc il y a un lien de contact. Alors évidemment, il faut être régie. Donc il faut être vendeur de publicité et être adossé à un publisher, c'est-à-dire être régie publisher, voilà. Et pour être partenaire, il faut être partenaire technologique, c'est-à-dire avoir une technologie propriétaire au service des régies que nous représentons. Voilà. On a nos statuts et nos conditions d'adhésion sont sur le site, bien sûr. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une cible, tu vois. C'était. Oui, c'est clair. Écoute, c'était vraiment sympa de cet échange ce matin, très sympa. Merci David. Ben merci à toi surtout parce que tu vois, tu as une vision d'ensemble globale, tu vois, très ancrée du coup sur cette partie des médias que j'ai eu moins l'occasion de représenter avec ce podcast. Donc je te remercie vraiment d'avoir apporté ta vision holistique et puis ta grande expérience qui est extrêmement valorisable et te permet d'avoir justement une vision construite et voilà. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'étais ravi d'échanger avec toi. Est-ce que par hasard tu aurais un prochain invité à me recommander? Tu pourrais continuer peut-être dans les médias ou dans les régies qu'on représente. Alors je sais pas si tu pourrais inviter une régie comme 366 qui représente la presse
la presse La PQR, ouais, locale, carrément. oui, la PQR, voilà, ou des enfin voilà, parmi nos membres, il y a plein de gens qui ont des propos assez intéressants à valoriser sur les modèles économiques, sur les choix technologiques qu'ils font, sur les travaux qu'ils mènent pour regagner de la valeur. La valeur, c'est vraiment notre combat principal, c'est la valeur des contenus et la valeur de la publicité qui est diffusée sur ces contenus. C'est vraiment le sujet qui sous-tend nos travaux au SRI. Donc moi je pense qu'il y a plein d'adhérents au SRI qui pourraient être très intéressants à écouter sur une vision globale et principalement média. Super, bah écoute, je te demanderai peut-être de me mettre en relation avec certains. Et quoi qu'il en soit, je te remercie vraiment pour ton temps, pour ce bel échange, et je te souhaite une très belle journée. Merci, toi aussi. Salut David. À bientôt. Bye bye. Ciao.